Nous poursuivons notre après-midi ici en direct de la salle de diffusion de Nice et Fort Cité à Chalon-sur-Saône, suite des Connect Days, la troisième édition de ce rendez-vous dédié à la transformation numérique des entreprises, que j'ai l'honneur d'animer avec cet après-midi trois tables rondes et la deuxième que nous ouvrons dans un instant, consacrée à l'impression 3D. Alors, vous savez, avec les transformations numériques, des nouveaux mots arrivent dans notre vocabulaire. Donc tout à l'heure, première table ronde, nous avons évoqué ensemble le e-commerce, donc la vente en ligne. Nous allons parler maintenant de fabrication additive, c'est-à-dire d'impression 3D. Et on va savoir dans un instant de quoi il retourne. Et puis dans un petit peu moins d'une heure, troisième rendez-vous de l'après-midi, nous parlerons ensemble du programme Industrie du futur. L'impression 3D au menu donc de cet après-midi et je vais sans plus attendre me tourner vers les invités qui m'ont rejoint. En commençant par vous, Florian Berthelot, vous êtes le directeur de F3DF, qui est un centre de formation professionnelle. Vous êtes basé à Lyon et vous proposez des formations en présentiel à Lyon, à Paris et en ligne pour les professionnels de l'industrie, du bâtiment, de l'architecture. Alors, des formations sur le thème du numérique et du digital, par exemple dans le bâtiment ou l'architecture, vous allez parler de BIM, la modélisation des bâtiments, mais ça c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas cet après-midi. Et puis vous avez dans votre catalogue de formation des sessions qui sont spécialisées sur l'impression 3D. Alors, je ne suis pas certain que vous sachiez tous, vous qui nous suivez derrière votre écran d'ordinateur, de tablette ou de smartphone, ce qu'est exactement l'impression 3D. Alors, on va faire un décryptage. Pour commencer cette table ronde, ça me paraît être nécessaire de vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que l'impression 3D. Alors, l'impression 3D, c'est le fait de fabriquer par addition de matière à partir d'un fichier 3D qui a été modélisé. Donc, on a un logiciel de conception assistée par ordinateur, la CAO, qui permet de conceptualiser ou de concevoir un produit et ensuite on envoie le programme dans une imprimante, c'est ni plus ni moins qu'une imprimante, qui va fabriquer un produit, sauf qu'au lieu d'imprimer sur du papier, elle va imprimer en relief, dans 3 dimensions. Tout à fait. On fabrique avec quoi les produits imprimés en 3D? Alors, du coup, l'impression 3D, c'est une grande famille en réalité. Donc, on va avoir une gamme de matériaux très large. Ça va de polymère, du plastique, du métal. Aujourd'hui, on peut même imprimer dans des matériaux plus exotiques, de la céramique, du verre, et on peut même aller jusqu'au bioprinting, l'impression de cellules humaines. Donc c'est très large. Donc on nourrit son imprimante avec un matériau, voilà. Aujourd'hui, à peu près tous les matériaux qui existent peuvent éventuellement entrer dans l'imprimante et on produit, on voit se créer sous nos yeux finalement un produit 3D. Donnez-nous des exemples, parce qu'on a quelques produits amenés ici sur le plateau de Nice et Fort Cité, de ce qu'on sait aujourd'hui fabriquer avec une imprimante 3D. Alors là, on est bien entouré, on a beaucoup de produits devant nous. Alors ça va de pièces mécaniques qu'on aperçoit ici, que ce soit pour réaliser un prototype ou une validation d'un concept, jusqu'à la fabrication de pièces fonctionnelles. On aperçoit un carter correspondant ici sur la pièce blanche. On a aussi des pièces qui sont ici souples. Alors on l'aperçoit ici, ce sont des matériaux flexibles qui auront des applications différentes. Donc on est entouré de pièces très variées. Alors ce qu'on voit surtout, effectivement, ce sont des pièces de taille très différentes, c'est-à-dire qu'on peut faire du tout petit avec une imprimante 3D, on peut faire aussi du gros. Là, on voit une bouteille, typiquement cette bouteille-là, on est en Bourgogne, donc ça nous dit tous quelque chose. Cette bouteille, elle a été fabriquée grâce à l'impression 3D. Alors oui, alors c'est vrai que là encore une fois, dans la famille de l'impression 3D, on va avoir des machines de différentes tailles. Comme dans les procédés finalement d'usinage, on va avoir du micro-usinage jusqu'à la fabrication de grandes pièces. C'est effectivement la même logique avec l'impression 3D. On a des machines dites de précision, des machines sortant des pièces uniques ou des petites séries, mais on a aussi des pièces de plus grande dimension. Alors on est quand même limité dans la dimension d'impression. Je dirais qu'aujourd'hui les pièces les plus grandes pourraient correspondre à un pare-choc de voiture par exemple, ou alors on sera dans une logique d'assemblage. On va ajouter plusieurs pièces qui ont été préparées et ajoutées pour réaliser une pièce plus grande. Dans quelles circonstances se sert-on de l'impression 3D? Vous nous avez parlé tout à l'heure des prototypes, des petites séries. Est-ce qu'on peut aller au-delà de la petite série? Et quels sont les avantages finalement de ce mode de production par rapport au mode de production qu'on connaissait, usinage entre autres, vous l'avez cité tout à l'heure?
Alors oui, c'est une question qui est à tiroir. À tiroir. En effet. Donc, on va prendre le temps de répondre à chacune d'entre elles. Alors, Et nos deux autres intervenants prendront la parole aussi sur bon, ces parfait. questions. Du coup, alors, quelles sont aujourd'hui les grandes familles d'applications? Je dirais que déjà, il y a de nombreux secteurs qui sont touchés par l'utilisation de cette technologie. Que ce soit le secteur médical, industriel, on parlait du bâtiment tout à l'heure, c'est effectivement, ça vient se nicher dans différents secteurs d'activité. Après, quelles sont les grandes familles d'applications? Je dirais le prototypage, on l'a évoqué, donc valider un concept. On va avoir aussi tout ce qui va être création d'un outillage. Donc c'est pour permettre la conception d'un produit, mais ce n'est pas le produit fini qui est réalisé en impression 3D. Alors ça peut être un gabarit de posage, ça peut être faire un modèle qui va être passé en cire perdue. On va avoir voilà, différents outillages rapides qu'on va pouvoir imprimer. On va avoir aussi des pièces fonctionnelles. Là, on passe à la fabrication, soit de pièces unitaires, à forte valeur ajoutée plutôt, de pièces qu'on aura personnalisées, mais aussi déjà de la série. Donc on parle plutôt de petites séries pour l'instant, bien que voilà, les technologies évoluent et c'est une attente d'aller vers de la série, de la grande série. Alors, petite pause sur à quoi ça sert, qu'est-ce que ça permet de faire. Jean-Claude Da Silva, vous êtes Fab Manager ici à Nice et Forcité. Fab Manager, ça encore c'est des nouveaux mots, hein. Fab Lab. Oui. Le Fab Manager, c'est celui qui dirige le Fab Lab, Voilà, c'est ça? c'est le responsable du Fab Lab qui qui accueille le public. Et donc, quelle est votre mission? Qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab et quel est le rôle du Fab Manager? Alors, le Fab Lab, c'est un lieu de fabrication numérique. Donc, on met à disposition du public, alors le public dans le sens large, hein, que ce soit des professionnels ou des particuliers, on met à la disposition du public des machines d'impression ou on va dire plus généralement de fabrication numérique. Donc on a les imprimantes 3D, c'est le cœur du Fab Lab, mais à côté de ça, il y a d'autres machines comme les découpes laser, et puis on retrouve aussi des machines traditionnelles, d'usinage traditionnel comme les fraiseuses, etc. Alors, mettons de côté le public particulier Voilà. qui existe, que vous recevez ici, je crois, tous les mardis soirs. Hein. Oui, c'est ça. C'est libre d'accès, en tout cas, voilà, sachez-le, hein, pour vos enfants qui ont envie d'essayer à ce genre de choses. Sur le public de professionnels, quels professionnels viennent vous voir? Pour quels besoins? Alors, il y a tout type de professionnels. Il y a beaucoup d'indépendants qui sont dans le domaine, on va dire, un petit peu artistique, créatif. Donc, il y a voilà, des gens qui travaillent le cuir, le carton, le bois. Et qui ne disposent évidemment pas des équipements Voilà, dans ça leur leur évite dans leur d'investir entreprise. dans un gros équipement. Et puis, donc, eux, ils ont un accès avec un planning horaire. Et donc, ils réservent les machines et ils peuvent les utiliser quand ils ont besoin. Et puis après, on a des professionnels, des petites PME et des grands groupes aussi qui utilisent ces technologies-là. Donc voilà, il y a des modes d'utilisation différents. Pour les grands groupes, ils sont plutôt en mode prestation, donc ils nous envoient une commande avec des plans et puis on réalise pour eux. Pour les PME, ben, ils sont quand même, voilà, la philosophie du Fab Lab, c'est faire par soi-même. Donc les gens, quand l'entreprise est un peu plus petite, ben, ils s'investissent personnellement et puis donc ils réalisent eux-mêmes les objets. Quel type de pièces, par exemple, puisqu'on était tout à l'heure en train d'évoquer Bah, les exemples qui sont présents voilà, ici. alors il y a, on va dire, tout ce qui rentre dans le volume de l'imprimante. Alors il y a des Donc imprimantes, c'est pas un pare-choc hein, effectivement. chez vous. On n'ira Non. pas jusqu'au pare-choc. Non, mais par exemple la bouteille là, voilà, c'est tout à fait des choses qu'on fait régulièrement pour Veralia, donc une ex-filiale de Saint-Gobain. Eux, ça leur sert à avoir des maquettes qu'ils présentent à leurs clients avec des variantes, etc., pour pouvoir après, avant de lancer la fabrication des moules définitifs, pouvoir valider des formes, des gravures, des choses voilà, avec le client. On a beaucoup de fabrication unitaire avec Framatome ou des entreprises, des grands groupes de la région, où ils sont plus dans le prototype, mais prototype fonctionnel. Ça évite de lancer des fabrications voilà, par usinage classique. C'est beaucoup plus souple pour eux et plus rapide en fait. Jean Mehdi Sigel-Massy, je termine mon tour de table. Vous êtes le responsable du pôle formation de l'UIMM 2171, qui est donc l'Union des industries et des métiers de la métallurgie Côte d'Or, Saône-et-Loire. Dans vos métiers, les métiers de l'industrie métallurgique, que permet de faire l'impression 3D? Alors, énormément de choses pour reprendre ce qu'ont expliqué mes collègues.
On peut aller du simple prototypage, qui va permettre de valider un design ou de valider un concept, jusqu'à la production d'éléments fonctionnels. Alors ça peut être toute une série d'éléments produits en toute petite quantité pour répondre à des besoins de production, des gabarits de pose, des détrompeurs, tout un tas d'éléments qui nécessitent une unicité, une certaine complexité, mais qui n'auront pas vocation à être un produit en tant que tel. Ils viendront aider à la fabrication et à la vie d'une industrie, comme on la connaît. Mais on peut aussi créer des objets qui ne sont destinés qu'à la fabrication additive. J'ai un exemple avec moi. Montrez-nous. J'ai une petite passion pour les drones. Ça ressemble à un drone. C'est un drone. Ce drone est infabricable avec les procédés conventionnels que l'on connaît dans l'industrie. Il n'y a aucune technologie capable de créer cette pièce. La fabrication additive, si. Et une technologie en particulier, une que l'on possède, et qui m'a permis de diviser par 3 le poids de ce petit engin volant. Donc on est sur un plastique là, qui est un... On est sur un polymère, Oui. parce qu'en fait il existe 3 grandes typologies de matières. Les poudres, donc au sein des poudres on va retrouver des poudres métalliques, mais des poudres de polymère. Cette pièce est issue d'une poudre de polymère. C'est-à-dire qu'on injecte une poudre dans l'imprimante et elle nous sort ça. Non, on va venir fusionner de la poudre qui va constituer un bac, parce qu'on va empiler des couches successives de poudre. D'accord. Et à chaque empilage de couches, on va venir fusionner uniquement les grains de poudre qui nous intéressent. D'accord. Et avec cet empilage successif, qui est la base de l'impression 3D, construction par strates, on va venir construire en 3 dimensions l'objet qui nous intéresse. Donc ça, c'est les poudres. Donc ça, ce sont les poudres. On a la grande famille des liquides, qui sont souvent des résines, ce qu'on appelle photopolymérisables, donc sensibles à la lumière. Et on va travailler toujours, parce que le principe de l'impression 3D est toujours le même, couche par couche, on va venir polymériser la résine qui nous intéresse. Et on a une dernière famille qui sont les solides. Et au sein des solides, on retrouve une grande partie des matériaux qui constituent les pièces que l'on voit, qui sont sous forme de filaments ou de petits barreaux, des petits barreaux de matériaux qui vont permettre, là, pour le coup, d'imprimer des pièces en métal également. Puisque avec ces petits barreaux de matériaux solides, on peut obtenir des pièces métalliques, donc ce sont des pièces en inox, mais qui ont été imprimées, avec un procédé qui ressemble grandement aux imprimantes 3D que la plupart des gens s'imaginent. Mais Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que non seulement ça permet de faire plus facilement, peut-être à moindre coût, j'en sais rien, on va en discuter dans un instant, le prototype ou voilà, l'objet qu'on avait un peu de mal à faire avant, mais ça permet carrément d'innover et de créer des choses qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à présent. Donc c'est véritablement une avancée dans nos capacités industrielles. Oui, tout à fait. Parce que, alors ça demande, et c'est l'objet de nous, notre pôle formation, c'est de former ces jeunes, ces futures licences, à une nouvelle méthode de conception, puisque les autres technologies vont soustraire une quantité de matière à un élément. Oui. Nous, c'est tout l'opposé. On vient ajouter uniquement la matière dont on a besoin. Et ça libère la créativité. Ça exige aussi le respect de certaines contraintes technologiques. Chaque imprimante, ici on a à peu près 4 ou 5 technologies différentes qui ont donné naissance à ces pièces-là. Elles ont chacune naturellement leurs contraintes. Bien sûr. Mais on peut libérer la créativité, libérer toute sa créativité dans le respect des contraintes technologiques pour créer des éléments qui ne peuvent être destinés qu'à ces procédés de fabrication. Jean-Claude, vous confirmez, le Fab Lab est un lieu de créativité? Ah oui, c'est vraiment le cœur de l'activité. L'idée, c'est de faire abstraction du mode de fabrication, quasiment, et de laisser libre cours à son imagination pour pouvoir créer tout un tas de choses. Beaucoup de gens se disaient, oui, j'ai eu l'idée de faire ça, mais je ne savais pas comment. Et puis là, le Fab Lab, justement, par la diversité de tous les outils présents, permet justement de réaliser tout un tas de projets que les gens n'imaginaient pas faire avant, quoi. Donc il y a à la fois les logiciels qui sont beaucoup open source ou accessibles,
qui permettent aux gens de créer, de modéliser, etc. Et puis après, donc les imprimantes qui, elles, sont, voilà, au niveau gamme de prix, ça va de 200 à plusieurs milliers d'euros. Mais déjà, avec une imprimante à 200 euros, on peut déjà fabriquer des objets du quotidien et puis des créations personnelles, quoi. Alors c'était impossible, mais ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est un peu ça l'impression 3D, ça ouvre le champ des possibles aujourd'hui pour une PMI, pour un artisan, pour un métier d'art, comme l'évoquait Jean-Claude tout à l'heure. Florian ? Tout à fait, ça ouvre le champ des possibles et ça vient donner un outil de fabrication, je dirais, à la portée d'un plus grand nombre de personnes que jusqu'auparavant. Alors ça demande une technicité, une maîtrise quand même, mais on s'aperçoit que la culture des Fab Labs qui s'est répandue dans le monde entier avec le fameux modèle du MIT, où on retrouvait plusieurs modes de fabrication, où on avait quelque chose d'assez ouvert, on sortait de cet esprit un peu de confidentialité qu'on retrouve dans un bureau d'études ou dans l'industrie. Et là, c'est quelque chose qui devenait quelque chose de partagé. Donc le savoir se partage, les outils de fabrication deviennent plus accessibles, on peut concevoir et sortir son projet dans un délai, on va dire, en une journée, court, on peut voilà. concevoir et fabriquer l'objet qu'on imaginait. Et du coup, ce modèle-là, il a été, je pense, récupéré, il s'est transféré au sein de l'entreprise, au sein de l'industrie. On retrouve ce qu'on appelle des labs. Finalement, c'est le lab d'entreprise. On a récupéré cet esprit-là et on l'a intégré dans l'entreprise. Ce qui a permis... Donc avec des modes de fonctionnement plus collaboratifs, plus participatifs de la part des salariés, parce que ça devient accessible. On sort de ce bureau fermé, on ouvre un espace où les gens peuvent venir circuler, apporter quelque chose ou voir ce qui s'y fait. Et ce qui est intéressant, et on le voit quand des entreprises intègrent ce moyen, comme l'évoquait mon collègue, c'est que ça peut être une machine, même parfois la plus simple, mais qui vient donner justement ce qu'on appelle l'additive mindset, c'est le fait de penser un petit peu différemment son mode de fabrication. Et du coup, se retrouvent autour de la table des responsables R&D, des techniciens qui ont besoin parfois d'adapter leur poste de travail, ou des personnes qui sont à la production et qui s'aperçoivent que finalement il y aurait un petit manque, quelque chose qui pourrait être une aide dans le cadre de leur activité. Et bien là, ils viennent avec une idée et d'un coup, elle devient réalisable. Vous confirmez ? Dans l'entreprise, dans votre branche particulièrement, par exemple l'industrie métallurgique, l'impression 3D, ces progrès technologiques ont libéré l'inventivité d'une part, et d'autre part, ils ont modifié le management dans l'entreprise, ils ont modifié la façon de travailler des entreprises. On est bien au-delà du progrès technique. Oui, grandement, parce que du coup, comme pour reprendre ce que disait Florian, un technicien ou un opérateur sur une ligne de production peut exposer une problématique qu'il a au bureau d'études qui possède le moyen ou au lab qui va posséder ce moyen et œuvrer pour développer tout un tas d'aides à son poste. C'est-à-dire il va lui-même être l'acteur de l'ergonomie de son poste. Il va, en collaborant avec un dessinateur, s'il n'a pas les compétences, et en participant à l'impression des éléments qui vont conduire à améliorer son cadre de travail, être le premier acteur de son environnement de travail. Et ça change déjà grandement la chose. Parce que, donc on est à l'aube d'une révolution déjà, dans le fonctionnement même des entreprises. Ouais. Avec ça. Qui permet de recréer du lien en fait, entre les bureaux d'études et les productions. Il y a historiquement des césures, des frontières infranchissables. Et comme toute entreprise, c'est une société et qui doit, pour bien fonctionner, collaborer. Et on ramène un petit peu cette vision d'équipe. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des personnels d'une entreprise qui garantissent la pérennité, l'évolution, la croissance d'une entreprise. Donc effectivement, on comprend bien qu'on est au-delà d'une simple approche technique ou technicienne des choses. Bon, alors je vais calmer un peu l'enthousiasme général, parce que là, vous allez me dire l'impression 3D, je passe tout de suite à l'impression 3D, c'est trop génial. Bon, concrètement, ça ne permet quand même pas de tout faire. On a parlé de prototypes, on a parlé de petites séries, on n'a pas parlé de vie-série, enfin de production à grande échelle, on n'a pas parlé non plus de grosses pièces, c'est-à-dire que ça ne permet pas de tout faire. Quelles sont les limites de l'impression 3D? Quelles sont les contraintes de cette technique? Alors peut-être avant de rentrer dans les limites, je dirais que finalement l'impression 3D et la fabrication additive répond aux mêmes règles que toute innovation technologique. C'est rare qu'elle vienne remplacer ce qui existe, mais elle vient plutôt
soit compléter, soit se nicher là où on ne faisait pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'aurait peut-être pas lancé ce produit parce que le nombre de clients finaux n'est pas suffisant. On va pouvoir peut-être pré-industrialiser quelque chose. Ou là où on avait un besoin de personnalisation avancée, on se disait, non, on ne pourra pas répondre à chacun des besoins de chaque client. Et bien là, on a ces éléments-là qui viennent. Donc c'est ce qui fait que finalement, c'est très complémentaire avec l'existant. Maintenant, dans les contraintes, effectivement, c'est de travailler de manière un peu hybride. C'est-à-dire, là où on a besoin de faire de la grande série, il y a des technologies qui font ça très bien. On pourra se tourner vers l'injection plastique. Mais tout ce qui va se passer peut-être en amont, le maquettage, la validation du projet, la création peut-être d'un outillage ou d'un moule d'injection, tout ça va peut-être passer aussi par un travail utilisant l'impression 3D. Et qui va réduire finalement le temps de conception, réduire la mise sur le marché d'un produit. Mais on aura le produit le même qu'avant, peut-être injecté, peut-être thermoformé. Mais ce qui s'est passé en amont, c'est très intéressant, c'est dans l'ombre, mais c'est là où la fabrication additive vient apporter effectivement un avantage. Alors, avantage qui est aussi contrebalancé. Quels sont ces inconvénients? Je dirais, comme toute technologie, il y a un temps d'apprentissage. Il y a une croissance d'apprentissage qui va devoir se faire. Je veux produire en injection, j'ai des règles à respecter. Je veux produire peut-être en fonderie. Là encore une fois, j'ai toute une série peut-être de design guides, de contraintes à respecter. Eh bien, je dirais que l'impression 3D répond aux mêmes problématiques. Et on a effectivement beaucoup médiatisé ce mode de fabrication, quitte à peut-être le simplifier un peu trop. Et je dirais que derrière, il y a effectivement une préparation. On l'a découvert très rapidement, mais on a des familles de technologies, on a des matériaux très variés, on a des machines de différentes tailles, avec différentes peut-être contraintes d'environnement de travail. Tout ça, c'est peut-être un peu obscur pour quelqu'un qui veut intégrer l'impression 3D. Et il y a un besoin de connaissances et de compétences à acquérir. On va en parler dans un instant parce que vous avez tous les trois des tas de choses à nous dire sur la formation à l'utilisation de la 3D. Il y a quand même la question du coût que j'aimerais qu'on aborde aussi. Ça coûte cher. On a évoqué tout à l'heure le prix d'une machine, mais enfin effectivement il y a tout ce qui va autour de la machine, c'est-à-dire former les gens, apprendre à utiliser ces nouvelles méthodes. C'est coûteux pour une entreprise? Oui. Oui. C'est relativement. Allez-y, Jean-Médy. Il existe, comme le disait Jean-Claude, des machines très peu onéreuses, souvent basées sur la technologie de dépôt de fil fondu. Quand on passe sur des gammes de machines plus industrielles, on parle en centaines de milliers d'euros, avec la nécessité d'investir dans une personne à même de mettre en œuvre le moyen et surtout d'exploiter au mieux le champ des possibles du moyen. Et c'est cette fameuse façon de penser qui doit être un petit peu révolutionnée pour les designers, pour ne pas créer en fabrication additive les mêmes éléments que l'on créait avec d'autres procédés. Il faut exploiter le procès jusqu'au bout en libérant justement les contraintes, en se libérant des contraintes des autres procédés. Dans ce que disait tout à l'heure Florian, il y avait deux éléments. Il y avait je peux produire autrement et peut-être plus simplement des choses qui étaient un peu compliquées à faire. Et puis, ça va m'ouvrir la possibilité de proposer de nouveaux services à mon client. Par exemple, personnalisation que vous évoquiez tout à l'heure. Donc finalement, la réflexion que l'entrepreneur doit avoir, c'est j'ai un besoin, visiblement, je n'ai pas les moyens techniques de le faire. Peut-être que l'impression 3D est une solution, du coup, je vais regarder l'impression 3D. C'est ça le mode d'entrée dans le sujet. La plupart du temps, pour tous les industriels qui nous sollicitent, oui, pour du conseil ou de l'accompagnement, c'est ça. Ils ont parfaitement conscience qu'ils ne peuvent pas investir dans les procédés de fabrication traditionnels comme l'injection plastique pour des toutes petites séries et des commandes clients qui sont de plus en plus nombreuses, des commandes spécifiques qui les obligent à personnaliser des produits et auxquels les autres procédés de fabrication ne répondent absolument pas en termes de coût. Et donc du coup, là, on intervient pour les aider, les conseiller dans le choix de la technologie et les accompagner s'ils souhaitent aller jusqu'à un investissement. Donc j'entends que c'est une technologie géniale, ça permet de faire des choses extraordinaires. C'est choses, pas non plus un miracle. Non, voilà, donc on fera pas tout. Pas révolutionner. Ça vous arrive au Fab Lab de dire ah bah non désolé, c'était une très belle idée ce que tu voulais faire, mais on peut pas. Oui, alors souvent on vient nous voir avec des pièces à reproduire parce qu'elles sont cassées ou autres, et souvent comme c'est des pièces qui sont faites en injection plastique et
il y a aussi un aspect solidité qu'on n'a pas, voilà, en impression 3D, on n'a pas toujours on arrive difficilement à avoir les mêmes caractéristiques mécaniques. Les gens, voilà, on leur dit, non, là c'est trop petit, les parois sont trop fines, ou voilà, c'est compliqué à refaire, à reproduire. Donc ça arrive, mais souvent la limite c'est la taille des objets qu'on veut nous faire imprimer. Après, on arrive quasiment à tout faire. Les techniques évoluent en permanence. Il y a pas mal de logiciels, de choses qui permettent d'aller de plus en plus loin en fait. Alors, donc l'aspect solidité quand même pas négligeable. Alors on compense souvent en utilisant des matériaux plus solides de base, des matériaux de base plus solides, ou alors maintenant on voit de plus en plus de matériaux composites qui permettent de compenser cette faiblesse des pièces à l'impression par un mélange de plastique et de carbone par exemple, et on arrive à reproduire une pièce fonctionnelle, quoi. Il y a des points faibles quand même, rassurez-moi, à l'impression 3D. On l'a dit, ça ne permet pas de tout faire, ok. Ça permet de faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire très bien, mais malgré tout, il y a des limites et éventuellement des points faibles. Alors oui, je dirais qu'effectivement, c'est une technologie qui reste encore récente, bien que ces procédés existent depuis longtemps. Début des années 2000, c'est ça? C'est une vingtaine d'années? Il y a des technologies qui ont presque 30 ans aujourd'hui. Ouais, c'est années 80. Et en fait, on utilisait l'impression 3D sans le savoir en faisant du prototypage. On faisait appel à parfois un prestataire extérieur on demandait une pièce, on ne s'intéressait pas forcément au procédé. Et la pièce arrivait, elle était peut-être usinée, elle était peut-être faite de manière artisanale ou imprimée avec ces procédés-là. Donc le phénomène on va dire de démocratisation est arrivé effectivement dans les années 2000 par peut-être la chute de certains brevets. Ça veut dire que ce sont des technologies anciennes. Et c'est cette chute des brevets qui a fait qu'on s'est peut-être intéressé, on s'est réintéressé à cette technologie, non pas comme quelque chose qui était peut-être sous-traité, mais plutôt quelque chose qui pourrait s'internaliser comme un moyen de production. Et les points faibles, c'est que finalement, étant quelque chose de pas forcément aussi répandu, eh bien, il n'y avait pas forcément un grand choix de matériaux. Et là, c'est de matériaux ou de matériel, ou les deux? Les deux. Je dirais, il y avait peu d'acteurs matériels, donc il y avait des monopoles, donc des coûts qui étaient forcément élevés. Élevés. Là, on a une chute du monopole, puisque la chute des brevets a fait que finalement, des manufactures chinoises peuvent sortir une imprimante à 200 €. Mais ça fait aussi naître des startups françaises, européennes, ou même maintenant on parle de licornes américaines qui viennent challenger les marques qui étaient présentes sur le marché. Donc il y a une explosion des acteurs, et je dirais qu'il y a aussi un gros travail des fabricants de matières, puisqu'on n'a pas autant de matières qu'on a dans l'injection qui effectivement mainstream et sur lequel on a beaucoup d'études qui sont faites. Donc là, je dirais que les chimistes ont du travail aussi. Donc ça va encore progresser. Oui, en tout cas, c'est un mouvement qui est dans votre branche d'activité. Aujourd'hui, l'impression 3D, c'est devenu un sujet de réflexion, c'est devenu une option qui est clairement envisagée par les entreprises, y compris les petites. Oui, surtout les petites d'ailleurs, qui ont vu leur environnement évoluer et qui sont conscients qu'ils doivent à tout prix intégrer de nouveaux moyens de production pour répondre à des besoins en très petite quantité, très spécifiques, à très forte valeur ajoutée, et ce sont ces petites PME, c'est ce réseau de PME qui permet de répondre à ces besoins et ces exigences souvent extrêmes. Les grands groupes n'ont pas vocation à faire appel à nous, ils vont créer des infrastructures dédiées à ces technologies-là, mais ce sont toutes ces PME qui vont être force d'innovation parce qu'ils investiront énormément d'argent et donc voudront aller très loin dans les capacités et procédés. Et ces PME, elles vont internaliser l'impression 3D, ou on est encore majoritairement sur de l'externalisation parce que c'est pas rentable, entre guillemets, d'investir dans une imprimante? Alors beaucoup ont déjà internalisé des machines qui leur permettent de réaliser des prototypes, des gabarits de pose. Donc on va retrouver ça dans les bureaux d'études ou les services des méthodes au sein d'une production. Donc pour réaliser des éléments relativement complexes en petite quantité. Mais de plus en plus d'industriels envisagent la fabrication additive comme un procédé de fabrication en petite et moyenne série de pièces à très forte valeur ajoutée, où l'on va rechercher le poids, parce qu'on ne l'a pas dit, mais étant donné que l'on dépose la matière nécessaire à la pièce,
là où on en a besoin, on peut réduire considérablement la quantité de matière consommée pour créer un élément mécanique ayant les mêmes caractéristiques qu'un élément plus massif. Il n'y a pas de Et chute donc, dans l'impression 3D, pour le dire, ou en très tant- peu. Très peu. Mm. On n'a pas les pertes que l'on Mm. a par Mm. fabrication soustractive comme l'usinage ou la tôlerie. Donc, on peut aller très très loin dans le design et dans l'optimisation des éléments. Et là, lorsque l'on va optimiser un élément mécanique, on a véritablement une forte valeur ajoutée. Une très très forte valeur ajoutée, et ces PME tablent sur ça pour intégrer la fabrication additive. Alors il y a un point commun entre vous trois, hein, parce que c'est pas un hasard quand même si vous êtes réunis tous les trois cet après-midi, c'est que vous êtes tous les trois dans le domaine dans l'univers de la formation à ces métiers-là, et on va voir de quelle manière dans cette deuxième partie de notre échange. En commençant par vous, Jean-Claude Da Silva. Donc le Fab Lab, son principe de base ou l'un de ses principes de base, c'est que vous accueillez un peu tout le monde et que par nature, les personnes que vous accueillez sont des novices. Et donc vous avez ce rôle d'accueil, d'accompagnement, de conseil, presque de formation, y compris de gens qui peut-être ne viendront qu'une ou deux fois. Oui, tout à fait. Les gens, souvent, soit ils ont déjà travaillé avec une imprimante 3D, donc ils viennent récupérer des informations, du conseil, de la méthodologie. Il y en a effectivement pas mal qui découvrent et qui connaissent pas un petit peu, qui connaissent pas toutes les contraintes qu'on peut avoir quand on fabrique avec une imprimante. Donc au niveau de la conception, il y a des choses à prendre en compte, etc. Donc là, mon rôle, c'est de les conseiller sur ces aspects-là. Et quand je travaille avec un professionnel qui intègre un bureau d'études, là, je lui conseille vraiment comment réaliser les pièces parce que c'est pas la même approche que dans l'usinage classique. Donc en fait, il faut quand même, on parle de la conception et de la méthode aussi de fabrication qu'il faut intégrer dès le départ, quoi. Donc il y a toute une phase de conseil et puis des formations aussi sur l'impression 3D, comment utiliser l'imprimante, les logiciels qui sont associés, etc. Vous avez une partie importante de votre j'allais dire clientèle ou visitorat, parce que c'est gratuit, l'accès au Fab Lab, il faut le dire. Enfin, à part l'aspect prestation de service dont vous avez parlé tout à l'heure, l'accueil des gens au Fab Lab est quelque chose de gratuit, d'offert, des gens qui viennent dans une démarche de conseil en vue d'acquérir une machine pour leur propre entreprise, c'est-à-dire qu'ils viennent vous voir pour ne plus avoir besoin de vous quelques temps plus tard. C'est ça l'idée quand même du Fab Lab au départ. C'est un peu paradoxal, mais c'est aussi nos missions, c'est de vulgariser un petit peu ces matériels et si une entreprise a besoin, ressent le besoin d'utiliser ces machines, elle vient d'abord les utiliser chez nous, apprendre à les utiliser, et une fois qu'ils sont à l'aise avec, et puis qu'ils en ont perçu aussi les qualités et l'intérêt pour eux. Voilà, l'intérêt, ils investissent de leur côté, puis nous-mêmes, des fois, souvent, on les conseille sur la techno où ils peuvent investir, et puis voilà. Donc vous êtes une bonne porte d'entrée, je dis ça pour celles et ceux qui veulent essayer dans un premier temps, et puis en vue d'éventuellement s'engager dans cette voie technologique. Nice-et-Forcité, son Fab Lab, c'est une bonne porte d'entrée. Voilà, l'info est donnée. F3DF, donc votre organisme de formation, l'organisme que vous dirigez, qui est basé à Lyon, s'est fait une spécialité, notamment de la formation à l'impression 3D. C'est aujourd'hui une formation qui sont largement demandées. Et par quel type de public ? Alors, du coup, pour resituer, nous, on a toujours historiquement, ça fait une quinzaine d'années, qu'on accompagne les entreprises de différents secteurs à intégrer les outils 3D, principalement les logiciels de conception. Oui. Et naturellement, il y a quelques années en arrière, on nous a posé des questions sur ce nouveau procédé. Et du coup, qu'est-ce que ça impliquait en termes de conception pour la fabrication additive. Donc, c'est là où effectivement est apparue cette demande-là. Alors, la demande est croissante, de la même manière qu'on le constate sur le marché du nombre de machines dans le monde. On a de plus en plus d'utilisateurs, donc de plus en plus de personnes qui ont besoin de se former. Et ça va de personnes qui sont finalement des designers, des concepteurs, historiquement, en bureau d'études, qui ont besoin d'ajouter finalement juste une brique de compétences sur ce nouveau procédé ou ces nouveaux procédés. Ça peut être également des personnes qui vont être des chefs de projet, des personnes qui vont porter finalement l'impression 3D au sein de leur activité, donc développer un lab ou simplement définir les types de pièces qui auront une valeur ajoutée grâce à l'impression 3D. Ou
les techniciens, des opérateurs qui vont être derrière ces machines et qui vont devoir produire en respectant la qualité qui est attendue de ces pièces. Et on a également des encadrants, tout ce qui va concerner la sécurité du lieu de travail, ou des décideurs qui ont besoin de prendre en compte, je pense à des acheteurs ou des chefs d'entreprise, qui doivent aussi comprendre qu'est-ce que ça implique d'acheter une prestation en fabrication additive ou d'intégrer ces technologies. Et quelles sont pour eux, est-ce que c'est stratégiquement intéressant de s'y mettre? Donc voilà, toutes ces personnes-là ont besoin soit d'identifier, soit de se former aux briques de compétences de conception ou de maîtrise de la fabrication. Avec cet avantage pour vous, si je puis dire, que c'est des formations à vocation récurrente, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, les choses évoluent très vite, les matériaux évoluent, les matériels aussi, j'imagine bien, donc il y a nécessité de mettre à jour de façon constante les connaissances et les compétences dans ce domaine? Je dirais que dans le domaine industriel, c'est quelque chose qui de toute façon, mais c'est vrai qu'il y a un socle de compétences qui est on va dire, un peu immuable. Hein. Il y a des règles, des méthodologies, des logiciels de conception qui ne bougent pas. Par contre, effectivement, le secteur étant en ébullition, je dirais, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent. On s'aperçoit effectivement de fabricants qui arrivent avec des technologies qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Et bien effectivement, il faut se tenir informé. Donc ça passe par de la formation, par de l'information aussi, de la veille technologique. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye d'amener en partenariat avec un écosystème. Puisque là, je dirais que les acteurs de l'impression 3D, aujourd'hui, c'est une petite famille. Donc on travaille beaucoup en collaboration. On a identifié les champs d'action de chacun. Et c'est vrai qu'il y a un effet d'écosystème de l'impression 3D qui est là pour amener l'information, la compétence pour ces industriels notamment. Jean Médicis-Delmassy, vous êtes à la tête du pôle de formation de l'UIMM pour la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Et il y a une actualité dans ce pôle, c'est l'ouverture toute récente, à la rentrée de septembre dernier, d'une licence professionnelle qui est spécialisée sur ce sujet. C'est une première pour vous, pour votre branche dans la région, et peut-être même une première dans la région tout court. Une première dans la région. C'est-à-dire une formation, à la différence de chez vous, vous êtes dans le domaine de la formation continue, de la formation professionnelle auprès de publics qui sont déjà en entreprise. Là, on parle de formation initiale, en tout cas, possiblement formation initiale. En alternance. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette formation? Il y avait vraiment une demande, un besoin exprimé par les entreprises? Justement, oui, pour répondre à un besoin exprimé par les entreprises qui était de compléter les compétences de designer par celles d'opérateurs machines et de designers dédiés à la fabrication additive, puisqu'il y a des règles de conception à respecter, comme le disait Florian. Il y a une philosophie à acquérir qui va permettre de véritablement bien exploiter les moyens. Et du coup, nous, on se place à la suite d'un parcours de designer traditionnel. Donc des gens qui sortent d'un BTS, d'un BTS, d'un DUT, DUT et de toutes ces filières Bac+2, pour venir rajouter cette petite couche vraiment typée fabrication additive, où ils vont acquérir toutes les règles de conception et une connaissance la plus large possible, ça c'est mon ambition, concernant les procédés déjà que l'on possède et qui peuvent être acquis par les sociétés dans lesquelles ils travaillent, puisque beaucoup ont leurs moyens de fabrication additive. Parce qu'on est en formation initiale, on l'a dit, mais c'est de l'alternance. C'est de l'alternance. C'est très important de le préciser. Et donc, tous vos étudiants sont en poste en entreprise la moitié du temps, et dans des entreprises qui ont fait le choix, le pari de l'impression 3D. De l'impression 3D, alors à différents stades, mais ils ont pour la quasi-totalité intégré la fabrication additive dans leur process, dans leur gestion de projet, dans leur vie projet. Et ça peut passer du simple prototype à la réalisation de tout un tas d'outillages en production, et qui, pour parfois, aller jusqu'à la fabrication d'éléments propres à un client. Des toutes petites séries d'éléments dédiés à une requête client pour répondre à ses spécificités, à l'unicité. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce service supplémentaire qu'on peut proposer maintenant. Et qui a une très forte valeur ajoutée aux yeux des clients. Bien sûr. Alors vous nous disiez qu'il y avait une forte demande des entreprises pour ce type de compétences. Est-ce que, inversement, vous avez trouvé le public d'étudiants pour remplir cette formation? Combien d'étudiants et quel taux de remplissage? Alors nous, on avait défini une capacité d'accueil à 15 personnes, 15 jeunes,
bon, on est full et on a eu le malheur de voir refuser plus de 80% des candidatures qui nous ont été attribuées. Oui, donc gros succès. Malgré une sélection assez Oui. draconienne de la part de l'Université de Bourgogne, parce qu'on était dans un contexte où on parlait énormément de la fabrication additive, ou comme le disait Florian, on a eu tendance à la vulgariser peut-être un petit peu trop, mais on a été victime de ce succès. Hein. Donc, c'est Vous aussi, vous plutôt êtes victime de positif. votre succès, les sessions, vous êtes obligé d'en ajouter, vous sentez un vrai engouement aujourd'hui sur ce type de formation? Alors, je dirais qu'effectivement, nous, dans notre catalogue de formation, finalement, avant, c'était un peu anecdotique. On remonte à 7 ans en arrière. Aujourd'hui, finalement, c'est quasiment, je dirais, 80% de personnes qui viennent chercher la compétence fabrication additive ou conception et fabrication additive en même temps. Donc, je pense que là, c'est très intéressant, c'est de voir que on sent que c'est un procédé de fabrication ou des procédés de fabrication qui vont rentrer dans la mallette du concepteur ou des fabricants. Et du coup, il y a un travail à faire de manière de formation initiale. Donc les jeunes ont un rôle très important et c'est parfois effectivement par un alternant qui rentre dans une entreprise et qui lui connaît ce procédé par son école, par sa formation et qui va montrer, il va faire la preuve de concept que ça peut marcher, ça peut intéresser une entreprise. Et c'est parfois un stagiaire, c'est parfois un alternant, une jeune Oui, qui apporte la bonne parole dans amène l'entreprise. ça, et qui est un peu le pionnier de cette technologie, Ouais. qui va amener la petite idée, faire germer des projets de fabrication additive. Et puis aussi des gens qui ont bien pris conscience de ce phénomène et qui disent je suis en poste, et ben je viens chercher, je viens me former pour amener cette nouveauté. Et chez Jean-Claude Da Silva, c'est la bousculade au Fab Lab, l'agenda est plein ou... Oui, et puis Ouais. de plus en plus, si bien que on a pris un alternant donc, qui vient de la formation de l'UIMM Tout va bien. pour donner un coup de main justement pour essayer de répondre à toute cette sollicitation. Donc là, depuis la rentrée de septembre, voilà, on a énormément de projets qui se lancent, qui démarrent, de la fabrication de petites séries, de prototypes. Voilà, c'est très diversifié. Et donc il y a un vrai très mouvement de intense, fond là, oui. d'après ce que vous nous dites. Donc voilà, à vous de prendre le relais et effectivement d'introduire cette réflexion dans vos stratégies de développement. Je reviens sur la licence pro rapidement. Pour l'UMM, ça a représenté la mise en place d'un atelier spécifique. Enfin, il y a eu de l'investissement derrière, du Énormément recrutement peut-être d'investissement. d'enseignants ou de formateurs. C'est aussi un effort de la filière pour ces entreprises. Un très gros effort, puisque tout d'abord financièrement, parce qu'on a acquis des moyens traditionnels, relativement peu onéreux, que l'on retrouve très fréquemment dans les bureaux d'études pour le prototypage et la réalisation de toutes petites séries, mais également dans un parc machine beaucoup plus industriel, où là, on parle de quelques millions d'euros qui ont été investis pour véritablement permettre aux industriels de découvrir les futures technologies qu'ils auront ou qu'ils pourront intégrer à leurs entreprises et à leur production. Donc on est sur deux véritablement typologies de machines, l'une plus grand public, l'autre vraiment typée industrie. Et puis par mon recrutement également, pour prendre la responsabilité de ce pôle, pour justement apporter le conseil aux entreprises concernant l'usage des technologies, puisque chaque technologie a ses petites spécificités, ses limites, ses avantages, et les accompagner dans la démarche d'investissement, parce qu'il y a quand même une analyse financière à faire et il y a un accompagnement financier, personnel, RH à faire, puisque dans une entreprise qui n'a pas la joie d'accueillir un de nos alternants, la fabrication additive peut être totalement nouvelle. Et donc les accompagner dans la formation des personnels en place ou l'introduction de jeunes profils comme nos licences, pour venir donner, comme le disait Florian, cette petite étincelle qui va permettre d'évangéliser l'entreprise concernant la fabrication additive. Allez, petite question à la volée, parce qu'on approche de la fin de notre table ronde. Une entreprise, PME, PMI, qui est tentée de se lancer dans l'impression 3D, qui éventuellement a d'ailleurs déjà un projet qui pourrait parfaitement être mené grâce à l'impression 3D. Quels conseils vous lui donnez? Quelles précautions on prend quand on veut se lancer dans l'impression 3D? Quelles dispositions, quelles mesures, quelles précautions? À quoi faut-il faire attention? Quels sont les points de vigilance quand on veut se lancer dans l'impression 3D? Qui souhaite commencer? Je pense que Allez-y. Réaliser des essais, c'est essentiel, puisqu'il y a toujours une grande différence entre un discours commercial d'un fabricant de machine et la réalité technologique de sa machine.
Et je pense que justement, des structures comme le Fab Lab sont là pour ça. Elles sont là pour ouvrir ces technologies aux particuliers, mais aussi permettre aux professionnels, quel que soit leur secteur d'activité, de vérifier que cette technologie répond bien à ses attentes mécaniques, esthétiques, parce que les attentes peuvent être multiples. Et la phase d'essai est primordiale. Je pense qu'elle est indispensable. Donc en recourir à des conseils avisés, voilà, pour une préphase, pour une préévaluation de l'intérêt de l'intérêt, oui, de l'opération. Oui, c'est exactement mon rôle. Souvent, des industriels viennent nous voir pour savoir quelle est la technologie la mieux adaptée pour répondre à leurs besoins. Et justement, nous, par notre retour d'expérience, on peut les guider très rapidement vers des solutions abordables. Et quand je dis très rapidement, c'est du jour au lendemain presque. On peut apporter une réponse à l'industriel. Et donc, après, ça lui permet éventuellement d'investir lui-même dans la techno pour pouvoir le faire en interne. Mais souvent, ils viennent le faire... viennent faire 2-3 essais comme ça au départ et après ils investissent en interne une fois que c'est validé. Florian ? Je confirme parfaitement. C'est ce qu'on retrouve effectivement dans les entreprises qui s'intéressent au sujet. L'idée, c'est pas forcément toujours d'intégrer le procédé, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est vraiment déjà de faire ce qu'on appelle le POC, c'est la Proof of Concept. C'est déjà être en mesure de dire, OK, j'ai identifié ce qu'on peut faire, et j'ai aussi identifié chez moi un projet qui serait intéressant, ou en tout cas que je vais passer dans ce prisme de la fabrication additive. Je vais tester dans un Fab Lab, je vais tester auprès d'un prestataire, parce qu'il y a un écosystème qui existe pour ça, et du coup je vais pouvoir montrer, de point de vue économique, d'un point de vue technique, que ça peut fonctionner, et qu'il y a un intérêt peut-être à continuer à identifier d'autres pièces à fabriquer. Et ensuite, soit je continue dans la prestation parce qu'effectivement ça reste un besoin ponctuel, j'internalise éventuellement et je forme des gens pour ça, donc vous êtes là pour ça, on est bien compris. Il y a peut-être la solution de la mutualisation, ça existe, ça, c'est mutualiser des équipements, c'est une voie, une piste envisageable sur des investissements quand même assez élevés. Je trouve que ce serait une très belle piste à envisager. La difficulté est de réunir au sein d'un même équipement les besoins d'une multitude d'entreprises, puisqu'ils n'ont pas toujours des activités identiques. Ouais, après, il faut gérer bien entendu l'outil mutualisé. Dernière question, et ce sera la conclusion que je vous proposerai à cette table ronde. Jusqu'où va-t-on aller avec cette technologie ? Alors j'ai lu à gauche et à droite. Alors maintenant, il y en a qui proposent de fabriquer des maisons, d'imprimer des maisons. Voilà. Donc on est loin du pare-choc là. On prend d'autres. Voilà. Jusqu'où peut-on aller ? Vous imaginez qu'on puisse aller demain que la technologie 3D puisse apporter quoi de plus à nos entreprises françaises, bourguignonnes, franc-comtoises ? Florian. Il y a énormément de choses à faire. Donc là, c'est très intéressant de voir les projets, alors qui sont parfois d'ordre de recherche ou effectifs, mais effectivement, on imprime des maisons, on imprime, on parlait de cellules, on imprime de la peau. À Lyon, un laboratoire universitaire imprime de la peau fonctionnelle. Donc c'est des choses qui sont en ébullition. Je dirais qu'après, c'est la limite de l'imagination. Il y a des projets qui sont faits pour aller habiter sur des planètes extérieures, et l'impression 3D est souvent évoquée. Dire, bah tiens, ça serait peut-être finalement un outil qu'il faudrait emmener avec nous si on devait partir de notre planète. Donc bon, voilà. Après, oui, parce qu'on a bien compris qu'il permet une utilisation optimisée de la ressource. C'est ça. C'est tout l'intérêt. C'est une grande dimension quand même de la fabrication additive. Ouais. C'est n'utiliser que la quantité de matière nécessaire à la fabrication du produit. Et on élimine aussi les stocks, puisque les machines sont très réactives. La notion de stockage peut disparaître avec une évolution de ces procédés, mais on pourrait produire à la demande des choses aussi complexes qu'uniques, localement, et en limitant au strict minimum tous les transports matières et toutes les pertes. Énergétiquement parlant, ça a aussi un impact non négligeable. Donc aller très loin avec la fabrication additive, c'est aller jusqu'à tout fabriquer, alors avec diverses technologies, les choses en utilisant les ressources strictement nécessaires à l'obtention du produit. Alors c'est une vision un peu utopique aujourd'hui, mais c'est à moyen ou long terme en tout cas. Ce sont les ambitions de la fabrication additive. Non, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'impact sur l'organisation du travail dans l'entreprise, sur le management. Il y a aussi cet impact environnemental qu'on n'a pas évoqué, mais merci du coup de
de souligner qu'effectivement, c'est une piste d'avenir pour l'industrie. Alors, c'est pas si loin quand on regarde la crise Covid a été un exemple de gestion finalement de la production. Alors que beaucoup d'industries étaient bloquées, on n'avait pas la possibilité de produire certains éléments. Eh bien, des entreprises, des makers, des Fab Labs ont ouvert leurs portes, ont mis à disposition leur mode de fabrication pour fabriquer au plus près, par exemple, des visières pour protéger nos soignants. Voilà, donc une réponse immédiate. Absolument, et de proximité. Et de proximité. De proximité. Voilà. Ben, le mot de la fin est pour vous, Jean-Claude, sur ce qui va se passer à vos yeux dans 5, 10, 15 ans grâce à l'impression 3D. Bah, disons qu'effectivement, c'est des procédés qui sont vraiment au début, on va dire. On est des pionniers, j'imagine, dans ce domaine-là. Et maintenant, la limite, on ne l'a pas encore trouvée, donc on continue à faire évoluer ces technos, à les appliquer dans de plus en plus de domaines, que ce soit même l'alimentaire, hein, on peut fabriquer des pizzas en impression 3D. Vous les avez goûtés? Non. Là, Voilà, j'ai un petit doute, mais... Ça Mais pourquoi pénètre tous les domaines de l'industrie, du quotidien. Et pour le coup, ça a beaucoup d'avantages, un petit peu d'inconvénients quand même, mais beaucoup d'avantages. Et donc, c'est une techno qui va faire que progresser, je pense. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages. On a bien compris que la transformation numérique, c'était plus que la transformation numérique. C'est la transformation des entreprises, la transformation de nos modes de fonctionnement, de nos modes de production, de nos modes d'organisation et probablement de nos modes de vie demain. Merci beaucoup.